Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. En grandissant dans une petite ville, j'étais toujours entouré de gens qui se connaissaient. Les liens familiaux, les amitiés et la loyauté signifiaient tout. Ce n'est que plus tard dans la vie que j'ai réalisé à quel point ces connexions pouvaient être fragiles. Mon frère Larry et moi partagions presque tout, du moins je le pensais. Nous étions jumeaux et nous nous ressemblions, mais nous ne pouvions pas être plus différents. J'aimais travailler sur des projets mécaniques, aider dans le dépôt de ferraille de notre père, tandis que Larry était plus attiré par la vente et le charme. Avec le temps, pourtant, la vie a révélé les fissures dans des relations que nous avions prises pour acquises. Ce que je ne voyais pas venir, c'était comment ces petites fissures finiraient par se transformer en un large fossé entre nous. Ma vie a changé de manière significative lorsque j'ai épousé Abigail, une femme forte et réussie qui avait sa propre carrière dans l'assurance. Nous avions construit une maison ensemble et semblait avoir un mariage parfait. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites choses, de petits signes que quelque chose n'allait pas. Le comportement d'Abigail a changé et il y avait des moments où je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ma confiance était mal placée. Je n'ai jamais imaginé que cet inconfort déferlerait non seulement mon mariage, mais aussi la paix fragile entre mon frère et moi. C'est étrange à quel point les choses peuvent changer rapidement. Mon monde entier a basculé le jour où je suis allé en voyage de pêche avec quelques amis proches. Pendant ce temps, ma femme Abby était au travail lorsqu'elle a reçu un appel téléphonique inquiétant. « Est-ce Abigail Bell ?» a demandé l'appelant. « Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider ?» a-t-elle répondu, confuse. « Nous avons votre mari. Il a été pris en otage et nous exigeons une rançon de 250 000 $. Vous avez 24 heures pour réunir l'argent ou il sera éliminé. Ne prévenez pas la police. Ou il meurt. Attendez-vous à un autre appel à 15 heures pour plus d'instructions. » Choqué et terrifié, Abby a essayé de se composer. Quoi? Qui est-ce? Est-ce une blague? Le ton froid de l'appelant l'a laissé paralysée de peur. Elle n'avait aucune idée de quoi faire ensuite. J'étais parti en voyage de pêche avec des amis sur le lac Erie pendant 3 jours, laissant mon portable derrière moi pour pouvoir profiter de la paix. Mes amis et moi étions sur mon bateau, buvant de la bière et pêchant, passant un bon moment. Nous ne sortions pas beaucoup donc nous nous amusions. Mon bateau était de taille décente, 35 pieds, et pouvait accueillir confortablement 6 personnes si elles étaient amicales. Nous avions loué un chalet à proximité pour passer la nuit. Cela faisait 6 ans que nous faisions ce genre de voyage de pêche et de camping une fois par an. Pendant que je terminais une autre bière, la garde côtière accéléra en notre direction, s'arrêtant à côté du bateau avec leurs armes au poing. Ils demandèrent, « Est-ce l'un de vous Terry-Bell » ? « C'est moi, répondis-je. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi nous pointez-vous des armes ? Monsieur, on nous a dit que vous aviez été enlevé et tenu pour rançon. Je vous assure que je vais bien. Ce sont mes amis, Joe et Al. Ils travaillent tous les deux pour moi. Nous sommes venus ici pêcher pendant quelques jours sans téléphone, pour ne pas être dérangés. Maintenant, pourriez-vous s'il vous plaît abaisser vos armes ? Désolé, monsieur Bell. Nous devons monter à bord de votre bateau et jeter un coup d'œil. Avez-vous des armes à bord ? Juste les éléments d'urgence habituels, comme des fusées de détresse. Montez à bord. Ils fouillèrent rapidement le bateau et vérifièrent nos identités. Par la suite, ils s'excusèrent, mais insistent pour que je parte avec eux. La police avait besoin de me parler chez moi. Joe, Al, vous continuez à pêcher. Je vais essayer de rentrer au chalet ce soir ou demain. Si je ne le fais pas, assurez-vous que le bateau est sécurisé et que tout est verrouillé. Je suis parti avec la garde côtière en direction de la rive. J'avais rencontré Al et Joe en prison. Il y a 12 ans, j'avais été reconnu coupable de réception de biens volés, ce que je vais expliquer plus tard. Joe et Al s'étaient également rencontrés en prison tandis qu'ils purgèrent leur peine pour agression. Chacun d'eux avait attrapé sa femme en train de tromper et avait mis KO son amant. Ils auraient pu être accusés de tentative d'homicide mais ils avaient accepté un accord de plaidoirie pour agression. Tous deux ont divorcé par la suite. Nous sommes devenus de bons amis et avons veillé l'un sur l'autre en prison. Après ma libération,
j'ai promis de les aider quand ils ont présenté leur demande de libération conditionnelle. J'ai purgé 3 ans avant de sortir. Mon père possédait un entrepôt de pièces automobiles, où je travaillais depuis le lycée, et j'ai repris l'entreprise lorsqu'il est tombé malade et est décédé. Environ 1 an après ma libération, Joe et Al ont été libérés sous condition. Lors de l'audience, mon père et moi leur avions promis des emplois à l'entrepôt, et mon père a mentionné qu'il avait des remorques près du site où ils pouvaient vivre. Grâce à des emplois et un endroit où vivre, ils ont obtenu leur libération conditionnelle il y a 8 ans. Tous deux m'ont remercié ainsi que mon père. Ils étaient d'excellents employés, maintenant ce sont de bons amis proches. Au fil du temps, ils ont économisé suffisamment pour acheter des voitures d'occasion et sont devenus mécaniciens et conducteurs de dépanneuses. Ils étaient polyvalents et pouvaient tout gérer dans un dépôt de ferraille. Il leur suffisait de repartir de zéro. Ils ont même commencé à se fréquenter, se sont finalement mariés et ont acheté leur propre maison. Ils étaient toujours reconnaissants envers mon père et moi de les avoir aidés. La police m'a ramené chez moi comme je n'avais pas ma voiture. Dès que j'ai franchi la porte, Abby s'est précipité vers moi et m'a serré dans ses bras. « Merci Dieu, tu vas bien. » J'étais si inquiet. « Où étais-tu ? » ?»« Sur le lac. À pêcher. » C'était jusqu'à ce que la garde côtière arrive à bord du bateau avec des armes tirées. Que se passe-t-il ? Un homme s'est avancé. Je suis le détective Abel. Je suis en charge de l'affaire. Nous devons savoir où vous étiez pendant les 24 dernières heures. N'importe quoi. Vous me tirez de mon voyage de pêche et je veux savoir pourquoi avant de dire quoi que ce soit. D'accord. Votre femme a appelé ce matin en disant qu'elle avait reçu un appel au travail affirmant que vous aviez été enlevé et qu'ils exigeaient une rançon de 250 000 $. L'appelant a dit qu'ils appelleraient votre maison à 15 heures. Nous sommes tous prêts et attendons cet appel. Cela doit être une blague malade. Qui diable m'enlèverait ? J'ai un pu, un dépôt de ferraille et un parc de remorques. Qu'est-ce qu'ils veulent, des pièces automobiles ou un cheval cassé ? Abby, ont-ils dit autre chose ? Ils m'ont dit que j'avais 24 heures pour réunir l'argent. Ou tu serais éliminé. Et si je contactais la police, tu mourrais. Ils ont dit qu'ils appelleraient à 15 heures avec les instructions pour la remise. J'étais terrifié. Ils ont dit que si j'appelais la police, tu serais morte. Mais je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai appelé de toute façon. J'étais si effrayé. Abby a commencé à pleurer. Monsieur Bell, votre femme a pris la bonne décision. Elle ne pouvait pas gérer cela seule. C'est facile à dire pour vous. Ce n'était pas votre vie en jeu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suis là. Je vais bien. Ne pouvez-vous pas simplement quitter ma maison ? Monsieur Bell, nous devons prendre ces menaces au sérieux. Nous resterons et verrons si l'appel arrive. Maintenant, pouvez-vous justifier vos déplacements au cours des 24 dernières heures ? Bien sûr. Joe et Al m'ont pris tôt hier matin. Nous avons loué un chalet au bord du lac pendant 4 jours. Nous y sommes allés, avons pris mon bateau. Et sommes partis pêcher. Nous sommes arrivés le soir, avons préparé le dîner et avons traîné au chalet. Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner, puis la garde côtière nous a trouvés. C'est tout ? Vous connaissez le reste. C'était presque 3 heures. Et le détective avait installé un balise téléphonique dans la cuisine. Abby était prête à répondre à l'appel, et je m'asseyais dans le salon avec 2 autres détectives, buvant du café. Un haut-parleur sur la table basse nous a permis d'écouter tous. Le détective Abel avait demandé à Abby de dire que son avocat l'avait contacté pour l'aider à obtenir l'argent, et il se ferait passer pour l'avocat si l'appelant le demandait. Je suis resté là, secouant la tête. Mince, je pourrais encore être en train de pêcher, murmurai-je aux officiers. Juste à 3 heures, le téléphone a sonné, et Abby a répondu. Madame Bell ? Content de voir que vous êtes rentrée tôt pour mon appel. L'argent est-il prêt ? Demanda la voix déguisée. Pas encore. J'ai contacté un avocat pour m'aider à obtenir l'argent, répondit Abby. Quoi ? Je vous ai dit que si vous contactiez qui que ce soit, votre mari serait mort. Avez-vous contacté la police ? Non, non, juste un avocat. Je suis désolé, je ne savais pas comment obtenir autant d'argent. Vous n'avez dit que de ne pas appeler la police. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal à mon mari. Passez le maudit avocat au téléphone. Abby a remis le téléphone au détective Abel, qui a fait semblant.
Ici John Wells, l'avocat de la famille Bell. Que voulez-vous? Nous avons besoin de l'argent ou Bell meurt. Est-ce suffisamment clair pour vous? Si nous découvrons que quelqu'un a contacté les flics, il est mort. Ce n'est pas un dame-jeu. Je ne joue pas non plus. Avant de vous donner ce genre d'argent, nous avons besoin de preuves que vous avez Monsieur Bell et qu'il est vivant. Nous avons entendu du bruit à l'autre bout, puis une voix. Abby, c'est moi, Larry. Ces hommes masqués m'ont attrapé juste après que vous ayez quitté l'hôtel ce matin. S'il vous plaît, donnez-leur ce qu'ils veulent. Ensuite, nous avons entendu un bruit sourd, comme quelqu'un qui se fait frapper. Mince, criai-je. C'est mon frère loser, Larry. Que diable veut-il dire que vous étiez avec lui ce matin? Comme vous pouvez le voir, douce Abby, nous savons que vous nous avez menti. Est-ce que c'était votre mari en arrière-plan? Savez-vous qu'il a été trompé par vous avec son frère? On dirait que nous nous sommes trompés de Bell. Nous sommes allés à l'entrepôt hier et on nous a dit que Monsieur Bell était en vacances. Nous sommes passés par votre maison et vous avons suivi à l'hôtel. La chambre était enregistrée au nom de M et Madame Bell, donc nous avons supposé que c'était votre mari. Après que vous soyez partis ce matin, nous avons pris le mauvais Bell. Il n'arrêtait pas de dire que nous avions le mauvais mec jusqu'à ce qu'il mentionne avoir un frère jumeau. Que se passe-t-il maintenant que vous n'avez pas Terry Bell? Demanda le détective tout en faisant semblant d'être l'avocat. 300 000 $ d'ici 9 heures demain matin ou Larry Bell meurt. L'argent supplémentaire est pour les mensonges et les ennuis que vous avez causés. Nous allons rappeler demain matin avec les instructions de remise. Plus de jeu. La ligne a coupé et je me suis levé, furieux, en hurlant à Abby. Espèce de traînée infidèle. Tu as eu une liaison avec mon frère. Je ne paierai pas un centime pour le sauver. Laissez ces prics s'en occuper eux-mêmes. Cela me sauvera le tracas de le faire moi-même. 2 officiers se tenaient entre Abby et moi, me disant de m'asseoir. Je me suis approché du réfrigérateur, et pris une bière et y allumé la télévision. Je veux rien avoir à voir avec mon frère gigolo ou ma femme qui trompe. Dès que ce sera fini, nous divorçons. Le détective a demandé à Abby si ce que le pirate a dit était vrai, ayant besoin de connaître chacun de ses déplacements depuis qu'elle avait quitté la maison le matin précédent. Elle était bouleversée et en pleurs, mais je l'ignorais. Je ne me souciais plus. Abby a commencé à expliquer au détective mais a essayé de garder sa voix basse. J'ai toujours entendu tout. Elle a avoué avoir rencontré Larry à l'hôtel même si sa femme croyait qu'il était en ville. Ils avaient eu une liaison pendant des mois. Je sentais ma colère monter alors que je réalisais que j'avais été manipulé. Après le dîner hier soir, nous sommes allés dans notre chambre. Je ne vais pas entrer dans les détails sur la façon dont nous avons fait l'amour, a dit Abby. J'ai grincé. Faire l'amour? Larry n'a jamais aimé personne. Il te voulait juste parce que tu étais marié avec moi. Il se fichait de toi et maintenant je n'en ai rien à foutre. Abby continuait de parler mais elle avait clairement peur de moi. Elle semblait soulagée que la police soit là. Nous avons dit au revoir le matin et avons convenu de nous revoir le soir. Je suis allé travailler pour maintenir les apparences. C'est alors que j'ai reçu l'appel selon lequel mon mari avait été détourné et j'ai réalisé à quel point j'étais inquiet à son sujet. Je ne savais pas quoi faire alors j'ai appelé la police. C'est tout ce que j'ai dit. Aviez-vous prévu de retourner dans la chambre ce soir? Demanda le détective en se détournant de moi. Oui, nous avions réservé la chambre pour 2 nuits. Maudite traînée! Criai-je. L'un des officiers s'est levé pour me contenir, mais je suis resté assis. Je n'étais pas sur le point de retourner en prison. Larry et moi étions jumeaux, mais nous ne pouvions pas être plus différents. J'aimais travailler avec des machines, tandis que Larry cherchait toujours des femmes. Nous nous entendions bien enfant seulement parce que je laisserais tout passer. Chaque fois que je sortais avec une fille, Larry savait toujours la charmer. Mon approche était simple. Si les filles le voulaient autant, qu'elles lui fassent un signe. Je n'étais d'ingrat avec aucune d'elles de toutes façons. Notre mère est décédée d'un cancer quand nous avions 18 ans, et nous avons vécu avec notre père jusqu'à ce que nous terminions le lycée. Larry voulait aller à l'université et devenir vendeur. Il était toujours bon pour parler. La seule personne dont Larry se souciait, c'était lui-même. Moi, en revanche, je suis resté à la maison pour aider papa avec l'entreprise de récupération. Pour la plupart des gens, ce n'était que des vieux appareils. Mais la fortune de papa était de plus d'1 million de dollars liés dans l'inventaire.
Je ne suis pas allé à l'université, ayant choisi d'aider à faire avancer l'entreprise. Papa était fier du travail que nous avions fait ensemble. Un soir lors d'une fête, j'ai rencontré une fille et nous avons commencé à sortir ensemble. 1 an plus tard, nous étions mariés et elle a emménagé avec moi et papa. Finalement, papa nous a donné la maison et emménagea dans l'une de ses remorques pour nous donner plus d'intimité. Au cours des années suivantes, ma femme Beth et j'ai eu 2 enfants et la vie se passait bien jusqu'à ce que Larry rentre de l'université. Un jour, je l'ai vu flirter avec Beth et c'était le point de rupture. Je l'ai giflé brutalement et l'ai averti, si jamais tu t'approches d'elle, je te détruirai. Beth est restée silencieuse. Elle savait qu'il fallait se taire quand j'étais en colère. Je ne l'avais jamais accusée de quoi que ce soit, mais j'avais mes soupçons. Elle et Larry n'ont jamais nié ce que j'ai dit ce jour-là. Après cela, nous ne nous sommes pas vus beaucoup. Larry a gardé ses distances avec Beth et a pris un emploi de représentant commercial itinérant pour une société de fenêtres et de revêtements. Son emploi lui permettait de rencontrer beaucoup de femmes. Il avait le don de la conversation et trouvait toujours un moyen d'entrer dans les vies de femmes riches. Il vivait de ces femmes jusqu'à ce qu'il passe à la suivante. Son travail ne payait pas pour le style de vie qu'il voulait, mais il s'en sortait grâce aux femmes qu'il fréquentait. Cela fait 12 ans que je suis marié à Beth. Nous avions un mariage solide, bien que j'ai toujours eu mes doutes. Nous avions 2 enfants merveilleux, et à cause d'eux, je ne m'inquiétais pas de la possibilité de tromperie. À cette époque, la santé de mon père a commencé à se détériorer après un AVC. J'ai contacté Larry pour lui demander s'il voulait rejoindre l'entreprise de récupération, mais il se moquait de moi, disant qu'il ne voulait rien avoir avec ça. Papa était déçu, mais je lui ai assuré que je serais toujours là pour lui. Un jour, un homme est venu nous voir avec plusieurs voitures qu'il voulait vendre. Papa a fait un accord sous la table, ce qui n'était pas la première fois qu'il le faisait pour éviter de payer des taxes supplémentaires. Malheureusement, il n'a pas vérifié les numéros VIN des voitures. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre se sont présentées avec un mandat de perquisition. L'homme avait dit à la police qu'il avait laissé les voitures dans notre endroit, et il préparait d'arrêter papa pour réception de biens volés. Je ne permis pas à papa d'aller en prison. Je me suis avancé pour parler avec les agents. Monsieur, c'est moi qui ai pris ces voitures, mon père n'en avait aucune idée, je prévoyais de m'occuper de l'enregistrement mais je n'en ai pas eu le temps. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était d'un cauchemar à arrêter, et ce cauchemar, c'était moi. J'ai été arrêté, reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison. Mon père était dévasté et m'a promis qu'il ferait tout pour moi. Je l'ai pris dans mes bras et il s'est excusé en pleurs. Le jour où je suis parti, j'ai réalisé que mon père ne survivrait pas à la prison. Il avait déjà un cœur faible et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il meure seul là-bas. Beth m'a quitté et a demandé le divorce 2 mois après que je sois allé en prison. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre seule et, bien sûr, elle a emmené les enfants avec elle. Elle a rapidement commencé à sortir avec un agent d'assurance et l'a épousé quelques mois plus tard. Perdre mes enfants était douloureux, mais je m'en fichais d'elle. J'ai gardé le contact avec mon père par lettre et il me rendait visite chaque mois. Plusieurs de ses cousins ont aidé à faire fonctionner l'entreprise de récupération pendant que j'étais enfermé. Je ne pouvais pas faire grand-chose depuis la prison, mais au moins, papa faisait confiance à ses cousins qui étaient un peu plus jeunes que lui. En prison, j'ai rencontré Al et Joe. Ils semblaient être des gars bien. Tous les deux avaient surpris leurs femmes avec des amants et les avaient knockés au point que les hommes avaient dû être hospitalisés. Je pouvais comprendre. J'ai presque fait de même avec mon frère. Je leur ai promis que lorsqu'ils sortiraient sous condition, je les aiderais de toutes les manières possibles. J'ai même parlé à mon père et il a accepté de les embaucher quand le moment sera venu. Après avoir purgé 3 ans de ma peine de 5 ans, je suis sorti. J'étais content d'être libre et d'aider papa à nouveau. Il m'a fait propriétaire partiel de l'entreprise, me disant qu'à sa mort, cela serait à moi et que Larry n'aurait aucun droit dessus. Ses cousins ont bien géré les affaires, donc nous les avons gardés. Papa plaisantait en disant qu'il travaillait un peu plus dur depuis que j'étais de retour, ce qui nous a tous les deux fait sourire. L'année suivante, nous avons engagé Al et Joe, réalisant la promesse que je leur avais faite. Ils nous en étaient reconnaissants et ont dit qu'ils le seraient toujours. Plusieurs années passèrent et les choses se passèrent bien. Les affaires allaient bien et je m'assurais que chaque véhicule qui passait était inspecté minutieusement. Je ne retournerai pas en prison. Un jour, j'ai conduit mon père à l'hôpital après qu'il ait eu une crise cardiaque. J'ai appelé Larry et il a pu arriver à temps pour dire au revoir avant que papa ne décède.
Comme promis, j'ai hérité du reste de l'entreprise, du parc de remorques et de la maison où j'ai vécu avec Beth et papa. Larry a eu les économies de papa, les actions et les obligations, soit environ 300 000 $, et est parti heureux. Il s'était récemment marié à une riche veuve nommée Cora, qui possédait une entreprise immobilière avec son mari décédé. Cora était assez intelligente pour avoir un contrat prénuptial pour protéger sa fortune. Elle était une femme réussie, intelligente et attirante, bien que je pense que la solitude l'ait poussée vers Larry. Elle aurait pu beaucoup mieux faire. C'est lors d'une des fêtes de Cora et Larry que j'ai rencontré ma femme actuelle, Abigail. Abby était belle, avec une grande silhouette et des jambes sveltes. Elle aurait facilement pu être une autre des conquêtes de Larry, mais elle était amie avec Cora. Abby et moi avons commencé à sortir ensemble régulièrement, et bientôt nous avons décidé de nous marier. J'ai intégré l'entreprise de récupération pour la protéger de quiconque tenterait de revendiquer ma propriété. Abby a apporté 400 000 $ dans le mariage, et cela ne m'a pas dérangé de prendre une avance. Elle croyait que nous serions ensemble pour la vie, même si elle avait été mariée 2 fois auparavant. Je n'avais rien contre cela. En fait, le contrat prénuptial protégeait aussi mes biens. Je savais que ses économies provenaient de ses ex. Je me souciais d'elle, mais je ne suis pas sûr que je dirais que c'était de l'amour. J'ai toujours eu trop de questions pour faire pleinement confiance à quiconque. Après ma sortie de prison, Beth a accepté de me laisser voir mes enfants. J'étais ravi qu'ils continuent à m'appeler papa, et que je fasse toujours partie de leur vie. J'aidais même les deux à aller à l'université. La vie était bonne. Les affaires prospéraient. Al et Joe étaient mes meilleurs amis et je les voyais souvent. Je suis marié à une magnifique femme. Les choses allaient mieux que jamais. Il y a quelques mois, Abby a commencé à agir étrangement. J'ai pensé que c'était quelque chose que les femmes traversent et je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, bien que je restais sur mes gardes. Je n'avais aucune raison de penser qu'elle me tromperait. Je lui disais que j'allais en voyage de pêche avec Joe et Al, comme nous le faisions depuis 6 ans. Nous n'aurions pas nos téléphones, et je lui ai dit que s'il y avait une urgence, elle pouvait toujours contacter la garde côtière. Jusqu'à présent, cela n'était jamais arrivé. Le détective parlait à son équipe technique, espérant retracer le numéro de téléphone de l'appel. L'appelant avait été en ligne assez longtemps. Avons-nous localisé le téléphone ? Demanda le détective. Oui, monsieur, mais ce n'est pas une trace solide. L'appelant a utilisé un téléphone prépayé. Jetable. Vous pouvez ajouter des minutes, mais il est difficile à tracer. J'ai localisé le numéro, mais cela me dit seulement qu'il a été acheté dans un Walmart. Cela aurait pu être acheté n'importe où. La tour qui a capté l'appel est dans le centre-ville de Cleveland. Pouvons-nous restreindre ? Demanda le détective. Pas vraiment, juste dans un rayon de 5000 autour du centre-ville de Cleveland. Ce qui n'est pas beaucoup, monsieur. Envoyez 2 agents à l'hôtel et voyez si nous pouvons trouver quelque chose, ordonna le détective. Madame Bell, nous aurons besoin du nom de l'hôtel et de votre numéro de chambre. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose ou une caméra du hall a capté des images. Abby donna à l'officier les informations qu'il demandait, y compris la marque de la voiture de Larry. Elle se montra inquiète et demanda à propos de la rançon. Je me suis interposé. Je ne paierai pas un centime. Si vous le voulez, vous pouvez couvrir la rançon vous-même. De plus, nous devrions dire à Cora que son mari a été détourné. Moi, non, nous ne pouvons pas lui dire, dit Abby. Moi, en fait, Madame Bell, nous devons parler avec elle, dit le détective à Bell. Moi, c'est son mari. Elle a le droit de savoir. Moi, laissez-moi l'appeler, suggérai-je. Moi, elle peut venir ici et vous pouvez lui parler. Moi, d'accord, mais amenez-la rapidement, le détective répondit. J'appelais Cora. Moi, salut, Cora, c'est Terry. Peux-tu venir ? Nous devons parler. Moi, Terry, s'agit-il de Larry ? Il devait être à Pittsburgh, mais il n'y est pas. Sais-tu où il est ? Demanda Cora. Non, je ne sais pas. Le détective doit vous parler en personne, alors s'il vous plaît, venez rapidement, dis-je. 15 minutes plus tard, Cora arriva. Je l'ai rencontré à la porte et l'ai amené dans le salon. Que se passe-t-il ? Où est Larry ? Est-il en sécurité ? Demanda-t-elle, inquiète. Madame Bell, a commencé le détective. Appelez-moi juste Cora. Il y a 2 Madame Bell ici, interrompit-elle. Où est Abby ? Elle est allée aux toilettes,
dis-je. Cora, que voulais-tu dire lorsque tu as dit que Larry n'était pas à Pittsburgh, demanda le détective. Sais-tu où il est? Pourquoi personne ne me dit rien? Cora tremblait. Je la regardais dans les yeux. Cora, Larry a été détourné. Il pensait que c'était moi mais l'ont pris par erreur. Il est en vie mais il demande une rançon. Cora se mit à halter. Oh mon Dieu, pourquoi l'enlèverait-il ou moi? Nous devons savoir tout ce qui s'est passé récemment, dit le détective. Nous avons brièvement parlé à Larry et nous savons qu'il est en vie. Nous essayons de le retrouver. Cora semblait mal à l'aise. Mais elle accepta d'aider. Je soupçonnais Larry d'infidélité. Il est parti pour Pittsburgh pour un salon de l'habitat et dit qu'il partageait une chambre d'hôtel pour économiser de l'argent. Il l'a fait avant, mais cette fois, il semblait différent. Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il trompait? Demanda le détective. Il est devenu distant. Évitant la proximité et disparaissant plus souvent. J'ai engagé un enquêteur privé pour le suivre. Il est parti hier, mais lorsqu'il s'est enregistré à l'hôtel, l'enquêteur a trouvé un autre homme dans sa chambre. Larry n'était pas là. Un enquêteur privé? Je m'interposai. J'avais besoin de savoir. Cela m'a coûté $1000, mais cela en valait la peine si cela prouvait quoi que ce soit. Ce matin, l'enquêteur m'a dit que Larry ne s'était jamais présenté, alors il a retourné la moitié de l'argent. Juste à ce moment, Abby entra, les yeux rouges de pleurs. Cora se précipita pour l'étreindre, mais Abby leva les mains. Que se passe-t-il? Exigea Cora. Pourquoi mon mari est-il retenu en otage et pourquoi ma meilleure amie m'évite-t-elle? Qu'est-ce que vous ne me dites pas, Terry? Vous ne m'avez jamais menti. Je lui ai tendu une bière et lui ai dit de s'asseoir. J'ai tout expliqué. Y compris comment ils avaient pris par erreur Larry à la place de moi. La raison, ajoutai-je, pour laquelle ils nous ont confondus, c'est que ma femme avait une liaison avec votre mari. Quoi? Cria Cora. Larry et Abby ont une liaison? Se tournant vers Abby, Cora cria. Tu m'as menti, m'as réconforté, et maintenant je découvre que c'est toi qui trompes avec lui. Cora commença à pleurer, et je l'ai serrée dans mes bras jusqu'à ce qu'elle se calme. Le détective Abel a alors demandé si elle avait d'autres choses à ajouter. Il a beaucoup joué et a perdu de l'argent, dit Cora. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il le voulait. Le détective se tourna vers moi. Avez-vous des ennemis ou connaissez-vous quelqu'un qui voudrait vous enlever? Je vaux beaucoup sur le papier, mais je ne peux pas obtenir cette somme d'argent rapidement. Mon frère a probablement organisé cela. Il a couché avec Abby et sait qu'elle a accès à l'argent. Abby cria. Il n'a pas fait ça. Il m'aime. Et nous allions partir ensemble. Tu n'es que jalouse. Espèce de traîtresse, cria Cora. Il est tout à toi. Il a même pris de l'argent de mon compte. J'en ai fini avec lui. Le détective Abel est intervenu, essayant de calmer tout le monde. Nous devons toujours trouver Larry et les pirates. Quiconque peut obtenir les $300 000? Cora semblait désespérée. Je n'ai plus que quelques centaines de milliers de dollars. Il est toujours mon mari jusqu'à ce que je divorce de lui. Ne dépensez pas un centime pour lui, dis-je. Il t'a utilisé. Laisse Abby gérer ça. Abby éclata. Cela me ruinerait. Vous ne vous souciez de rien, n'est-ce pas? Murmurai-je. Il m'a trompé avec toi. Si tu veux le sauver, fais-le toi-même. Cora, je vais demander le divorce avant toi, lundi. Apporte-moi du café, plaisantai-je. Cora resta silencieuse, les yeux pleins de larmes. Le détective Abel envoya 2 agents avec Abby pour obtenir la rançon, presque toutes ses économies. Lorsqu'ils sont revenus, je me suis levé. Je pars, dis-je. Vous ne pouvez pas, répondit le détective. Soit vous m'arrêtez, soit je vais pêcher. Appelez-moi si vous avez besoin de moi pour les funérailles, dis-je froidement. Cora leur dit qu'elle ne pouvait pas rester à cause d'Abby et qu'elle retournerait chez elle. Le détective arrangea qu'un garde de sécurité surveille sa maison et promettait de la tenir au courant. Je me tournai vers Abby. Je vais rester au chalet quelques jours de plus. Une fois que tu auras récupéré ton amant, je m'attends à ce que tu quittes ma maison. C'est maintenant à moi. Le détective Abel ne savait pas quoi faire avec moi. Il me conduisit à ma voiture, me rappelant de rester vigilant puisque j'étais supposément la cible initiale. Merci, mais j'en doute, dis-je,
conduisant au chalet. Plus tard, Al et Joe revinrent avec de la pizza et des bières, et je leur racontai ce qui s'était passé. Le lendemain matin, je partis à la pêche, saluant la garde côtière, qui je soupçonnais de garder un œil sur moi. Nous nous assurâmes de leur faciliter la tâche, en faisant retentir le canot bruyant quand nous repassions à nouveau. Vers 3 heures du matin, une voiture se gara dans ma cour alors qu'Al et Joe sortaient. Al prenait ma voiture et Joe dans la sienne. Le détective Abel et 2 autres détectives, tous en costume, sortirent. « Vous ne semblez pas être ici pour camper ou pêcher, dit Abel. Où vont vos amis ? J'expliquai. J'allais louer le chalet quelques jours de plus. Ils viennent récupérer leur famille pour rester. Nous sommes tous arrivés dans la voiture de Joe et j'avais prêté la mienne à Al. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Avez-vous sauvé mon merveilleux frère ? Répondit Abel. Nous avons trouvé votre frère. Il était secoué, mais il allait bien. Je ne pense pas qu'il ait été impliqué dans le détournement. Je l'ai connu toute ma vie et je défendrai ma théorie, dis-je. Voulez-vous un coca ou quelque chose ? Un coca serait bien. Pouvons-nous fouiller le chalet ? Demanda Abel. Bien sûr, entrez. C'est en désordre à cause du petit déjeuner, mais nous allons nettoyer avant qu'ils ne reviennent avec leurs femmes, plaisantai-je. En entrant, Abel m'informa de ce qui s'était passé après mon départ. Les détectives ont questionné le réceptionniste de l'hôtel, qui a déclaré que quelqu'un avait demandé la chambre de Belle, mais n'avait pas bien vu ce qu'il faisait. La voiture de Larry était probablement passée par cette porte arrière. Personne n'a rien vu, mais la voiture de Larry était toujours dans le parking, et la plupart de ses affaires, y compris son portefeuille, se trouvaient dans son véhicule, sauf pour l'argent liquide et les cartes de crédit. Les autres détectives se sont joints à nous et j'ai apporté des collations. Abel a continué. Les preneurs d'otages ont appelé à 9 heures du matin demandant à l'avocat de remettre la rançon. Le lieu de dépôt était dans un quartier dangereux, nous ne pouvions donc pas laisser Abby y aller. Alors ma femme a utilisé ses économies pour payer la rançon de mon frère, son amant, ai-je demandé. Oui, mais nous récupérons généralement l'argent 80% du temps, répondit Abel. Donc Larry est en sécurité, mais vous avez perdu l'argent, dis-je. Oui, nous avons perdu la trace de l'argent. Les preneurs d'otages avaient une opération bien planifiée. Vous avez mentionné qu'il. Donc il y avait plus d'une personne ? Selon ton frère, après qu'Abby ait quitté le motel, 2 hommes masqués l'ont frappé, lui ont injecté quelque chose, et il s'est réveillé dans une pièce sombre sans fenêtre. Il avait de l'eau mais pas de nourriture et était allongé sur un vieux matelas. Je sais que tu penses qu'il a organisé ça mais je ne peux pas le voir faire ça pour lui-même, expliqua Abel. L'agent détective continua, Larry a été instruit d'apporter une valise d'argent dans un centre commercial abandonné. La zone ressemblait à une zone de guerre. Il y avait une vieille Chevy verte dans un garage. Larry devait placer la valise dans le coffre, prendre la clé et partir. Le preneur d'otage a dit qu'ils avaient une autre clé et appellerait pour donner l'emplacement de Larry après avoir vérifié l'argent. Quand Larry a protesté, ils ont menacé de l'éliminer si l'argent n'était pas livré d'ici 10 heures. Nous n'aimions pas cela, mais nous avons accepté et avons prévu de surveiller la voiture. Jim et Bob se sont cachés à proximité avec des jumelles, gardant un œil sur le bâtiment et la voiture. Nous avons attendu jusqu'à midi, mais personne ne s'est présenté. J'étais inquiet que quelque chose ne se passe mal, mais le traceur montrait que la valise était toujours dans la voiture. Puis Madame Bell a reçu un appel avec l'emplacement de Larry. Il était 2 maisons plus loin, enfermé dans un ancien bureau de prêt ou un coffre-fort. La serrure était soudée, donc Jim a dû la briser avec un marteau-piqueur. Nous avons trouvé Larry en sous-vêtements, déshydraté et utilisant un seau comme toilette. Il n'avait aucune idée de qui l'avait kidnappé, juste 2 hommes masqués. Ils étaient en colère quand ils ont réalisé qu'ils l'avaient pris pour toi. J'ai demandé, que sont devenues les économies d'Abby ? N'as-tu pas dit que la valise était toujours dans la voiture ? C'est le côté fou, dit Abel. Quand Bob a ouvert le coffre, la valise était là, mais l'argent avait disparu. La voiture avait un faux fond, et l'argent avait été pris par un trou menant aux égouts. Nous avons trouvé où la personne est sortie, à environ 100 mètres, mais aucune piste sur qui c'était. Larry a été emmené à l'hôpital, sale et secoué, mais sauf ça. Je l'ai suivi là-bas. Jim et Bob sont restés sur les lieux mais n'ont trouvé aucun indice. Nous avons fait remorquer la Chevy pour inspection, mais je doute que nous trouvions quoi que ce soit. As-tu dit à Cora ? Ai-je demandé. Oui,
Elle nous a remerciés mais a dit à Larry qu'elle demandait le divorce. Elle était contente qu'il soit en sécurité, mais c'était la fin pour elle. Répondit Abel. Les détectives se levèrent pour partir et je les remerciai pour la mise à jour. Je ne voulais rien avoir à faire avec mon frère. La meilleure chose qu'il puisse faire était de rester loin de moi. Avant de partir, Abel a demandé si j'avais une idée de qui aurait pu essayer de m'enlever. Détective, je dirige un centre de recyclage de métaux. J'étais avec mes meilleurs amis et mes cousins géraient l'entrepôt. Abby aurait pu embaucher quelqu'un mais que pourrait-elle y gagner? Je lui achetais tout ce qu'elle voulait. Mon frère cependant, il est toujours après l'argent. Mon pari est toujours sur lui. Quelque temps après, Al et Joe sont arrivés avec leur famille. Tout le monde semblait heureux même si les choses étaient un peu maladroites car il savait pour Abby. Elle n'avait jamais été proche de l'un d'eux. J'ai dit au gars que je me sentais un peu mal et que je prévoyais rester dans un motel pendant quelques jours. Je les ai encouragés à profiter de la cabane et de mon bateau et je leur faisais entièrement confiance avec tout ce que je possédais. Ce sont des amis véritables. J'ai promis de revenir dans 2 jours pour amarrer le bateau et fermer la cabane. Je leur ai dit de profiter de leurs vacances, et je les reverrai au travail lundi. Je pensais qu'un peu de paix et de tranquillité me ferait du bien, me donnant le temps de réfléchir à mes prochaines étapes. J'ai appelé Cora et l'ai invitée à dîner le lendemain, et elle a accepté. J'ai rencontré Cora le lendemain. Elle était belle mais triste, habillée de son habit professionnel habituel puisqu'elle travaillait dans l'immobilier. Nous nous sommes rencontrés au Red Lobster, arrivant séparément. « Pourquoi voulais-tu dîner, Terry » demanda-t-elle. « Les derniers jours ont été difficiles, et je pensais que nous pourrions tous les deux avoir besoin d'un ami. »« Alors, as-tu vu mon astérisque de frère hier ?»« Ouais, je suis arrivé juste après qu'Abby soit partie, dit-elle. Je ne peux pas croire qu'un ami ferait ça. Je ne veux plus jamais la revoir. » Larry a essayé de s'excuser, mais je lui ai dit d'aller au diable. C'était fini pour moi. D'abord il me vole, puis il me trompe avec Abby. Je lui ai dit que je demandais le divorce lundi. Et s'il s'y opposait, je porterais des accusations de vol pour avoir falsifié mon nom et avoir pris de l'argent dans mes économies. Mon Dieu, je ne peux pas croire que je l'ai épousé. Je me sens comme un idiot d'être resté avec lui, ajouta-t-elle. Il a toujours été un bon parleur. J'espérais qu'il ait changé en t'épousant, mais clairement ce n'est pas le cas. Je vais voir un avocat lundi aussi. Si tu veux venir avec moi, c'est bien, dis-je. Elle sourit. Ton frère peut être un parleur, mais tu as toujours été un homme bon, prêt à aider qui que ce soit. Larry a toujours été jaloux de toi, mais tu le savais probablement déjà. Que t'a-t-il dit à propos du détournement? A-t-il admis l'avoir monté? Demandai-je. Cora a ri. Il prétendait n'avoir rien à voir avec ça. Il a dit qu'ils étaient après toi mais ne savait pas pourquoi. Ils étaient furieux quand ils ont réalisé qu'ils avaient le mauvais bel. Je suis encore confus à propos de tout ça. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Demandai-je. Laissons ça pour l'instant, répondit-elle. Parler de Larry me rend malade. Et si nous allions voir un avocat ensemble? Peut-être prendre le déjeuner après. Dis-je doucement. Cora. Je me soucie toujours de toi. C'est dommage que j'ai choisi le mauvais frère, mais je ne te connaissais pas alors. Nous devons tous deux faire face à nos divorces maintenant. Certains pourraient même penser que nous avons simulé le détournement pour être ensemble, elle rit. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir dîné ou déjeuner de temps en temps. J'aimais passer du temps avec elle. Elle était gentille, authentique et facile à parler. J'avais pensé à elle de nombreuses fois mais je n'avais jamais admis mes sentiments. Nous étions tous les deux mariés et respections nos vœux. Après les divorces, j'espérais que les choses changeraient. Quand je suis revenu à la cabane dimanche, Al et Joe, ou peut-être leurs épouses, avaient déjà nettoyé. Ils m'ont remercié maintes fois de les avoir fait utiliser le bateau. Je leur ai dit qu'ils pouvaient l'utiliser quand ils le souhaitaient. Les épouses m'ont même donné des câlins. Al et Joe avaient déjà retourné le bateau, l'amarré et tout verrouillé. J'ai dit au revoir à Joe et sa famille, leur disant que je les reverrais demain, même si j'arriverais en retard parce que je devais passer au bureau de l'avocat. J'ai emmené Al et sa famille chez eux car ils n'avaient pas de voiture avec eux. Dimanche soir, j'ai appelé Abby depuis le motel et lui ai dit, j'espère que tu fais tes bagages car je serai à la maison lundi après le travail et tu ferais mieux d'être parti ou tu le regrettes.
C'était une menace, mais je me souciais peu. Je n'étais pas sûr de vraiment faire quoi que ce soit, mais j'allais certainement la virer. Elle voulait parler d'argent et de divorce. Je lui ai dit, tout est dans le contrat de mariage. Tu obtiendras ce que tu as apporté et la maison et presque tout ce qu'elle contient reste avec moi. Quand elle a dit que la plupart de son argent était parti parce qu'elle l'avait donné à Larry, j'ai répondu, tu peux remercier mon frère pour ça. Parle-lui. Peut-être qu'il pourra te rendre une partie de l'argent. Elle s'est fâchée. Tu es une personne horrible et pathétique. Tu laisserais mourir ton frère. Je l'ai coupé. Je n'ai rien fait. S'il n'avait pas couché avec ma femme, j'aurais peut-être pu l'aider. De toute façon, je vais voir un avocat lundi. Après être rentré du bureau de l'avocat lundi, j'ai reçu un appel de Cora au travail. Larry est passé à mon bureau pour récupérer ses affaires de la maison. Il avait une petite remorque et je lui ai dit qu'il ferait mieux de prendre uniquement ce qui lui appartenait. Il a encore essayé de s'excuser, mais je lui ai dit de juste partir. Je vais envoyer les papiers de divorce au bureau de son entreprise à Youngstown. En partant, elle a continué, j'ai vu Abby dans une voiture suivant Larry. Je pense qu'elle a loué un camion. Mon idiot de frère l'a aidé à emporter ses affaires. Cora m'a dit qu'elle avait effrayé Larry en lui disant, j'ai dîné avec Terry samedi, et il a dit que si jamais il te voyait de nouveau, tu serais un homme mort. Je n'ai jamais dit ça, mais Cora m'a dit que ça avait foutu la trouille à Larry, ajouta-t-elle. Cora m'a dit qu'elle avait aussi informé le détective Abel qu'elle avait annulé toutes les cartes de crédit de Larry, c'est là son nom et celle qu'il partageait. Elle en avait fini de payer ses facturés. Mentionna qu'Abel surveillait toute activité sur les cartes volées. L'affaire ne serait pas close tant que les preneurs d'otages n'étaient pas arrêtés, et espérons que l'argent soit récupéré. Maintenant que Larry avait été trouvé, l'affaire était mise de côté. Le travail est lentement revenu à la normale. Cora et moi avons commencé à dîner au moins 2 fois par semaine. Nous avons tous deux demandé le divorce et l'avocat a dit que cela prendrait environ 90 jours. Nous étions tous deux surpris qu'Abby ou Larry ne contestent pas le divorce. Contester aurait été inutile puisque nous avions toutes deux des contrats de mariage. Au cours des mois suivants, Cora et moi nous sommes rapprochés. Elle m'a confié des choses qu'elle n'avait pas partagées auparavant. Quelques mois plus tôt, Larry était allé à Las Vegas et avait falsifié son nom pour retirer plus de $100 000. Elle ne l'a su que lorsqu'elle a vu un relevé bancaire, juste au moment où Larry était censé être, lors d'un voyage de 2 jours à Pittsburgh. D'abord, elle voulait juste le confronter. Mais ensuite, elle voulait savoir pourquoi il l'avait fait. Elle soupçonnait que l'argent soit allé couvrir des dettes de jeu et se demandait s'il y avait une autre femme. Cora m'a demandé de vérifier les emplois du temps d'Abby et Larry et il s'est avéré qu'ils étaient tous les deux partis ce week-end-là. Abby était allé dans l'Iowa rendre visite à sa sœur. J'étais plus ennuyé que jamais et j'ai dit à Cora que j'avais besoin d'une vengeance. Mais je savais que je devais attendre. Trop peu de temps s'était écoulé depuis le détournement. Plus tard, nous avons découvert qu'Abby et Larry vivaient ensemble juste à l'extérieur de Cleveland. Ils louaient un appartement, continuaient à travailler, mais nous ne savions pas s'ils étaient heureux. Cora a suggéré que je laisse tomber. C'est fini, dit-elle. Cora a mentionné que Larry pensait que j'étais un fou d'aller en prison pour protéger mon père. Il n'aurait jamais fait ça, dit-elle. C'est une belle et héroïque action de protéger mon père malade. Je réalisais que je tombais amoureux d'elle. J'aimais être avec elle, et elle me faisait sentir chez moi. J'ai demandé, Cora, quand nos divorces seront définitifs, veux-tu m'épouser? Nous n'avions même pas encore couché ensemble, mais je le pensais, avouai-je. Terry, es-tu sûr que tu veux faire cela? Je ne suis probablement pas la meilleure amante considérant que mon mari veut une autre femme, répondit-elle. Mais elle sourit et ne dit pas non. Nos divorces seront finalisés le mois prochain, dis-je. Célébrons, passons la nuit ensemble, puis tu peux décider. Je sais déjà ce que je ressens, lui dis-je. Je n'avais aucun doute sur mes sentiments. Être avec elle me rendait heureux. Un mois plus tard, nous avons tous deux reçu nos papiers de divorce dans la même semaine. Cora a dit qu'elle voulait s'évader pour le week-end avec moi. J'ai décidé de l'emmener à Pittsburgh et nous avons réservé un séjour au Sheraton Inn, un très bon endroit pour explorer la ville. Nous sommes partis vendredi, passant par Youngstown, traversant la rivière Ohio jusqu'en Virginie occidentale, puis atteignant Pittsburgh, en Pennsylvanie. Je me suis arrêté à Youngstown pour faire le plein d'essence et utiliser ma carte de crédit. Puis j'ai fait un gros dépôt dans la boîte de nuit au Chase Bank, disant à Cora.
Je voulais faire ce dépôt avant de partir, mais comme c'est la même banque, je vais le déposer ici. C'est trop d'argent à porter. Nous avons dîné au Sheraton et c'était merveilleux d'être avec elle. Après le dîner et quelques verres, nous sommes montés dans la chambre et avons fait l'amour. Le lendemain, nous avons exploré la ville, visitant l'Institut Carnegie, un musée. Plus tard, nous avons décidé d'assister à un match de baseball. Nous n'étions pas des fans des Pirates, étant de Cleveland, mais nous avons agi comme des enfants et avons passé un bon moment. Nous sommes sortis dîner à nouveau, puis sommes retournés à l'hôtel pour des cocktails et un peu de danse. C'était juste agréable d'être ensemble. Je ne pouvais pas croire que mon frère avait trahi une femme comme Cora. Elle était belle, amusante, merveilleuse et une grande amante, tout ce que je voulais chez une petite amie ou une femme. Le lendemain, nous sommes rentrés à Cleveland, en passant par Steubenville et quelques petites villes amish. Nous nous sommes arrêtés pour faire du shopping et visiter en chemin. J'ai déposé Cora chez elle et lui ai dit que j'aimerais la revoir lundi après le travail. Lundi, elle a cuisiné un dîner pour nous. Elle était aussi une cuisinière incroyable. Après avoir terminé de manger, il y a eu un coup à la porte. Cora a répondu. C'était le détective Abel. Madame Bell, puis-je entrer? Bien sûr, entrez, dit-elle. Terry, le détective Abel est ici, appela-t-elle. Je suis entré dans la pièce et Abel avait l'air un peu surpris de me voir. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, ai-je commencé. Cora et moi avons commencé à nous voir. Cela a commencé uniquement après que nous ayons découvert que nos ex nous avaient trompés. Vous êtes tous les deux des adultes. Ce que vous faites est votre affaire, dit Abel. J'ai quelques questions sur les cartes de crédit que vous avez annulées qui ont été volées. Avez-vous encore une liste? Oui, elle est dans le bureau. Je vais la chercher, répondit Cora. Elle a remis la liste au détective Abel. Qu'est-ce que c'est? Demanda Cora. J'ai remarqué que vous avez annulé la carte Chase que vous avez tous les deux utilisée. Est-ce juste? Oui, pourquoi? Demanda-t-elle. Votre mari a eu une autre carte Chase qu'il a utilisée vendredi dernier à une station-service à Youngstown. Larry était à son bureau à Youngstown vendredi. Il a dit qu'il n'utilisait pas cette carte et qu'elle a été volée. Je n'ai annulé que les cartes dont j'avais des doubles. Je ne savais pas qu'il avait une autre carte Chase, expliqua Cora. Est-ce que mon nom était sur cette carte? Non, dit Abel. Il a prétendu que c'était le seul. Il a commandé une nouvelle carte mais ne l'a pas utilisée. Alors, que voulez-vous de moi? J'ai juste besoin de confirmer les cartes que vous avez annulées. C'est tout ce que vous pouvez faire, dit Cora. Cela semble être le problème de Larry, pas le mien. Vous avez raison, acquiesça Abel. Mais j'avais besoin de vérifier. Cette carte n'a pas seulement été utilisée pour l'essence, elle a également été utilisée pour un dépôt de nuit. Quelqu'un a mis $100 000 dans un compte qui en avait déjà 75 000. Quoi? Demandai-je, choqué. Quelqu'un a mis $100 000 sur le compte d'épargne de Larry? Qui d'autre aurait pu le faire si ce n'est Larry lui-même? Avez-vous demandé à lui? Oui, répondit Abel. Il n'a pas beaucoup à dire. Votre ex-femme était là, exigeant de savoir d'où venait cet argent et pourquoi il ne lui avait pas parlé des 75 000 $. Larry s'est juste mu et a refusé de répondre. Vous avez peut-être raison à propos de votre frère, Emer Bell, poursuivit Abel, mais nous ne pouvons rien prouver. Nous ne faisons que suivre les cartes de crédit volées. Larry a prétendu que cette carte n'était pas volée, mais il était incertain quand il m'a donné la liste. Après qu'Abel soit parti, Cora me regarda, ses yeux remplis de questions. Je savais qu'elle voulait parler, alors j'ai décidé d'être franc. Cora, vas-tu m'épouser? Demandai-je. Terry, je me soucie de toi, je le fais vraiment, dit-elle doucement. Mais j'ai un gros problème. C'est quoi? Demandai-je. Je suis sûr que nous pouvons en venir à bout. C'est à propos du détournement, dit Cora. J'ai l'impression que tu en sais plus que tu ne m'as dit. Si nous nous marions, je dois pouvoir avoir confiance en toi. J'ai été marié 2 fois et mes 2 maris m'ont menti, pas seulement à propos de l'infidélité. Je ne veux pas que cela se reproduise. Je souris, même si je ressentais une douleur de culpabilité. Pourquoi penses-tu que je sais plus? Terry, nous étions à Youngstown vendredi, dit-elle calmement. Tu as fait le plein et il y a une banque Chase pour faire un dépôt. Je te connais bien assez pour savoir quand tu caches quelque chose.
As-tu découvert Abby et Larry et mis en scène ce détournement pour que je voie quel genre d'homme est réellement Larry? J'hésitais mais je savais que je lui devais la vérité. Alors, que veux-tu savoir? Si je savais, si j'étais impliqué? Je veux juste la vérité, dit-elle. Je dois pouvoir te faire confiance et tu peux me faire confiance. Tu as fait ce dépôt en sachant que je te poserais des questions. Tu m'envoyais un message, n'est-ce pas? C'était un grand pas pour moi, un pas vers la confiance que je prenais rarement. Hormis Al et Joe, je n'avais entièrement fait confiance à personne d'autre. Mais Cora avait raison. Si nous allions être ensemble, nous devions nous faire complètement confiance. D'accord, dis-je, prenant la décision de tout lui dire. Je vais te dire tout. L'un de mes meilleurs clients pensait qu'il m'avait vu à Las Vegas. Il a dit qu'il avait approché un gars qui ressemblait à mon jumeau, en étreignant une femme comme si elle était sa maîtresse. Mon client l'a salué en disant « Comment ça va, espèce de fils de sorcière ?» Le gars s'est fâché et lui a dit de reculer. C'est alors que mon client a réalisé que ce n'était pas moi. J'ai continué. Je lui ai montré une photo d'Abby et lui ai demandé si c'était la femme qu'il a vue. Il a dit oui, et j'ai dit que c'était mon frère jumeau et sa femme. Il a ensuite dit « Merde, il était tout près d'elle comme des jeunes mariés. » J'ai joué le jeu, mais je savais la vérité. Après cela, j'ai appelé la sœur d'Abby et j'ai découvert qu'elle n'était pas allée à Las Vegas. Donc je savais qu'Abby était allée avec Larry et je supposais que tu avais payé le voyage. J'avais payé son billet d'avion en pensant qu'elle allait chez sa sœur. L'expression de Cora se crispa alors que je continuais. J'ai vérifié les économies d'Abby et elle n'avait pas retiré d'argent pour le voyage. C'est alors que j'ai décidé de me venger. J'ai demandé de l'aide à quelques amis proches. Le reste appartient à l'histoire. Tu aurais laissé mourir, demanda Cora, sa voix tremblante. Bien sûr que non, dis-je. Mais je voulais qu'il souffre. Je ne peux pas le supporter mais c'est encore mon frère. J'espérais juste que tu ne voudrais pas l'aider à se sortir d'affaire. J'étais surpris qu'Abby ait donné l'argent, mais je suis sûr qu'elle pensait qu'elle le récupérerait une fois que les preneurs d'otages seraient arrêtés. Pourquoi as-tu donné de l'argent à Larry vendredi, demanda-t-elle, encore en train de traiter. J'ai fini par annuler toutes ces cartes sauf celle à son nom après que tu aies mentionné que tu avais annulé le reste. J'ai vérifié le solde. C'était de 75 000 $, probablement ce qu'il avait pris de chez toi. Je l'ai utilisé pour acheter de l'essence alors que le détective Abel sache que la carte a été utilisée. Puis j'ai déposé l'argent sur son compte. Larry est tellement avide qu'il ne pourrait jamais admettre que quelqu'un d'autre a mis cet argent-là. Et je savais que ça créerait des doutes entre lui et Abby. Elle se demandera toujours si c'est son argent. J'ai souri amèrement. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse expliquer ce genre d'argent. Cora me fixait, son expression indéchiffrable. Que faisais-tu du reste de l'argent? Je n'en avais besoin d'aucun. J'ai acheté des actions de ma société pour les deux amis qui m'ont aidé. 50 000 $ chacun. Ils possèdent maintenant environ 4% de l'entreprise. Je leur ai dit de le garder pour l'instant. Ils sont contents d'avoir une part dans l'entreprise. Le reste des 100 000 $ est pour toi. L'argent que Larry a volé. Je pensais que tu pourrais le mettre dans le compte immobilier. Cora ne savait pas quoi dire. J'avais essentiellement détourné son mari pour son bénéfice, lui avait dit la vérité, et je ne prenais pas d'argent pour moi. Elle savait que je l'avais fait pour me venger à la fois d'Abby et de Larry, mais je l'avais aussi aidé. Eh bien, c'est tout, dis-je. C'est à toi de décider si tu me fais confiance. Je t'aime, Cora, et je veux que tu fasses partie de ma vie, et je promets de ne pas te mentir. Cora me regarda longtemps. Puis m'embrassa doucement. Elle prit ma main, me conduisit à la chambre et nous avons fait l'amour. Nous avons décidé de louer une cabane et d'avoir un petit mariage privé. C'était un cadre magnifique au bord du lac dans le calme de la nature. Al, Joe, leur famille, et le reste de mon personnel étaient là. Les parents de Cora étaient présents et j'ai enfin rencontré sa sœur et quelques autres proches. Certains de ses employés de l'immobilier étaient également là. Il faisait trop froid pour nager, mais tout le monde a apprécié une promenade en bateau, et nous avons tous apprécié le cadre paisible. Personne n'a mentionné Abby ou Larry et rien n'a été dit sur le détournement, mais j'ai vu Cora enlacer Al et Joe, réalisant qui étaient mes vrais amis. Le mariage était rempli de nourriture, de musique et de la chaleur de la famille et des amis. Les parents de Cora étaient surpris par combien je ressemblais à Larry, mais elle expliqua rapidement qu'il était mon jumeau.
Après le départ de tout le monde, Cora et moi avons fait une promenade en bateau au clair de lune, juste tous les deux. C'était paisible, romantique, et le moyen idéal de commencer notre nouvelle vie ensemble. Nous avons passé 4 jours à la cabane, pêchant, et simplement à profiter de la compagnie de l'autre. Il n'y avait aucune distraction ni drame, et cela ressemblait à ce que nous étions enfin libres des complications du passé. Cora et moi avions un arrangement commercial pour notre avenir. Je possédais mon entrepôt de pièces et elle possédait son entreprise immobilière, tout le reste nous le partagions. Nous avons décidé de vendre nos 2 maisons et avons acheté un condo ensemble pour un nouveau départ. C'était merveilleux de rentrer chez elle. Parfois, nous sortions dîner, d'autres fois nous restions à la maison. Cora s'est rapidement liée d'amitié avec les femmes d'Al et Joe, qui sont devenues ses meilleures amies. Comme Cora ne pouvait pas avoir d'enfants, nous regardions souvent leurs enfants. Ils ont commencé à nous appeler tante Cora et oncle Terry, et j'avais l'impression que nous avions construit une nouvelle famille autour de nous. Finalement, nous avons même considéré l'adoption. D'après ce que nous avons entendu, Larry et Abby ne sont plus ensemble. Larry a apparemment déménagé hors de l'État, ce qui me convenait parfaitement. Cora a mentionné avoir vu Abby quelques fois lors de voyages d'affaires. Elle a pris du poids et voit quelqu'un à son entreprise d'assurance, a dit Cora. Mais elles ne se sont jamais parlé. Nous n'avons jamais eu de nouvelles du détective Abel, donc je suppose que l'affaire du détournement est classée. Je m'en foutais plus. J'avais tourné la page. Cora et moi étions heureux et rien d'autre n'importait. Notre entreprise prospérait, et les amis qui avaient aidé avec le détournement faisaient maintenant partie des propriétaires de l'entreprise, renforçant notre lien. La vie était belle. Cora et moi formions une excellente équipe, tant dans la vie que dans les affaires. Un jour, alors que nous étions assis dans notre condo, Cora me regarda et demanda, « Terry, te demandes-tu jamais ce qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes avec Larry, Abby, tout cela ?» Je marquai une pause un instant. Parfois, admis-je. Mais ensuite je me rappelle que tout cela nous a menés à ce moment, et je ne changerai rien. Elle sourit, prit ma main et dit, « Moi. Non plus. » Nous nous sommes détendus, regardant le coucher de soleil sur la ville, sachant que nous avions surmonté les défis de la vie ensemble. Et c'était tout ce qui importait vraiment. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.